Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle thématique en lien avec énormément de demandes que je reçois actuellement. On est toujours reçu, mais entre autres sur comment trouver un bon thérapeute. Est-ce que tu peux me renseigner un thérapeute? Est-ce que tu peux m'aider à aller mieux? Je me sens en souffrance. Comment faire? Est-ce que c'est en lien avec mon haut potentiel, mon hypersensibilité? Qui peut m'aider? Avec quelle technique? Voilà, il y a pas mal de demandes et je me suis dit que je pouvais faire un podcast à ce sujet-là. Et donc, ce que je vais aborder, c'est pourquoi, enfin une série de raisons, parce que tout ça n'est pas limité, pourquoi on peut aller mal. Je vais faire la différence entre la thérapie, la psychothérapie, le coaching, parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde, surtout que le mot coaching est malheureusement galvaudé. Quels sont les types d'accompagnement qui peuvent effectivement être importants pour vous? Les éléments à tenir en compte quand vous cherchez quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un, quoi, vous devez faire attention, enfin je vous invite en tout cas à faire attention par rapport à un accompagnement. Voilà, c'est toute une série d'éléments que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, avec l'intention, c'est de donner de la clarté. Je ne vais évidemment pas dans un podcast tout vous dire, tout résoudre et vous donner la baguette magique, mais en tout cas, j'aimerais avancer sur des éléments qui vont vous permettre de vous donner des points de repère et faire vos choix en conscience. Parce que pour moi, faire des choix, c'est important. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a des apprentissages dans la vie. Ça, j'insiste très très fort là-dessus. Mais par contre, au plus vous allez poser ces choix en conscience, au plus vous allez prendre ce recul en conscience, eh bien, au plus probablement vous serez en phase avec ce qui est important pour vous. Et puis, si c'est pas le cas, en tout cas, si vous analysez ce qui se passe, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous a pas convenu, etc., et que vous remettez de la conscience là-dessus, de toute manière, ça fera partie des apprentissages avec lesquels vous pourrez avancer. Voilà. Alors, la première chose que j'avais envie d'aborder, c'est mais qu'est-ce qui fait que on a besoin d'être accompagné ou de consulter en fonction de ce qui se passe. Et je mets à part, parce que ça c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat, j'ai déjà fait des podcasts et des vidéos sur ma chaîne YouTube à ce niveau-là. Je ne parle pas du fait d'être, je mets entre guillemets ce terme, diagnostiqué au potentiel, dans la double exceptionnalité avec des troubles qui s'associent au potentiel. Je parle pas de ça, hein, même si le mot diagnostic au niveau du au potentiel fait bondir. Hein, l'objet, c'est pas de dire que on est malade, ça n'a rien à voir. Ok, je rappelle, être concerné par le haut potentiel et ou l'hypersensibilité, c'est un mode de fonctionnement atypique, singulier. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à vous connaître. Alors, et de savoir quels sont vos besoins spécifiques, comment ils s'expriment, avec quelle intensité ils s'expriment, et de pouvoir les rencontrer. Donc, pour certaines personnes, ça va être important de pouvoir poser des mots et de valider ça via un bilan. Je parle du haut potentiel. Pour certaines personnes, ça va être important aussi de comprendre quel est le mix entre
éventuellement des troubles 10, des troubles de l'attention et toute une série d'éléments de ce type-là pour pouvoir effectivement bien, c'est cette fameuse graine de connaissance dans mon cycle de développement du potentiel. La graine de connaissance, c'est la première, c'est identifier quels sont mes points de repère. Ok, ça, c'est important, mais c'est pas de ça dont je parle maintenant, même si ça peut être effectivement quelque chose qui, pour certains d'entre vous, peut avoir du sens à un moment donné ou pas. Voilà. Là, je reviens plutôt à la raison pour laquelle on va avoir envie d'être accompagné par une personne, par un professionnel. Il y a toute une série d'éléments qui vont, entre autres, nous permettre de décider, de réaliser, tiens, est-ce que c'est plutôt d'un accompagnement thérapeutique dont j'ai besoin ou plutôt d'un accompagnement de type coaching. J'ai repéré ici une série de choses. Alors, pour certaines personnes, c'est plus facile de faire avec que de faire tout seul. Okay. En tout cas, c'est déjà conscient. Moi, par exemple, vous savez que je donne régulièrement mon exemple, je suis de nature extravertie, si on prend le MBTI, donc ça veut dire que extravertie, ça veut dire quoi? C'est que je me régénère, je récupère mon énergie au contact d'autres personnes. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai besoin de ça. Et donc, le fait d'avoir en face de moi quelqu'un qui peut me confronter, me questionner, ça me donne de l'énergie et ça me permet de mettre en route toute une série de choses, y compris mon mode d'introspection, mes questions, les liens que je vais faire, ma réflexion va partir de là. Et pour d'autres personnes qui sont plus introverties, justement, ça peut être intéressant d'avoir ce reflet de la personne en face d'elle. Ça va juste se faire dans une autre manière de faire, dans quelque chose probablement de plus intimiste. Mais donc le fait de ne pas être seul, même si on n'en est pas conscient, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais beaucoup de personnes concernées par le haut potentiel, très souvent ressenti le besoin depuis qu'ils sont enfants de faire tout seul. Comme si c'était une manière de montrer que si on est capable, et justement, là, il arrive un moment donné, ça peut être intéressant d'être accompagné. Justement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, mais ça peut avoir du sens, effectivement, d'être avec quelqu'un. Avec quelqu'un à nos côtés. C'est quelque chose d'important pour beaucoup. Alors, on peut aussi être dans une période où on est submergé émotionnellement. Donc ça, quand on est submergé émotionnellement, c'est pas forcément de la thérapie. J'en reparlerai juste après, mais c'est juste qu'on n'y arrive plus tout seul, on n'a plus forcément le recul, on a l'impression que ça va aller pendant un moment, et puis arrive un moment donné, on a l'impression de perdre pied, on est submergé de façon de plus en plus rapide, de plus en plus récurrent, et donc l'aide d'un pro peut vraiment nous aider là-dessus aussi. On peut aussi avoir cette sensation qu'on tourne en rond, bien donner la métaphore de la pelote de laine dans laquelle vous avez des nœuds. En soi, c'est peut-être pas super compliqué de défaire le nœud, mais vous essayez toujours du même endroit à tirer sur le nœud. Et à force de tirer sur le nœud, il se referme de plus en plus et vous n'arrivez pas à le dénouer. Alors que s'il y a quelqu'un qui va regarder votre pelote de laine, il va vous dire, attends, là, si tu juste regardes comment tu pourrais faire, il va vous aider à trouver l'autre bout de la ficelle, comment on peut une autre perspective pour tirer à un autre endroit. Ça va peut-être se dénouer assez rapidement, ou en tout cas prendre quelques séances, mais finir par se dénouer à quelque chose sur lequel vous n'aviez plus vu. Okay. Très clairement, ça permet aussi un accompagnement d'aller plus vite, ou en tout cas plus en profondeur. Ça va être la recherche de certaines personnes. Certaines personnes ont envie de plus de performance. Donc on va être probablement dans quelque chose de l'ordre du coaching, quoique. Je vous donnerai mon exemple perso. Pour moi, la performance, c'est un mot que je n'utilise pas forcément, mais en même temps, je préfère le mot excellence. Mais en même temps, il y a quand même une attente par rapport à un résultat, une façon de faire, etc. Et pour moi, en ce qui me concerne, moi, Nathalie, il y a un mélange de thérapie et de coaching, de mentorat, qui fait sens et qui permet d'aller vers cette recherche d'excellence. Puis il y a aussi beaucoup de personnes, dont je fais partie depuis pas mal d'années, qui ont envie de travailler sur elles et de se développer.
Ça peut se faire en individuel, ça peut se faire en groupe, il y a plein de manières de le faire, mais c'est un bon moyen en étant accompagné que de pouvoir avancer sur ce plan-là, de se développer. Et je reviens au fait de ne pas être tout seul, dans le fait d'être accompagné, et c'est d'ailleurs un point de vigilance, c'est le besoin d'être entendu, d'être écouté, d'être compris. Alors, je reviens souvent sur ça, mais c'est tellement important, en particulier dans une société où tout va tellement vite et où on ne prend plus forcément le temps de cette humanité, d'être ensemble, d'être humain, d'écouter l'autre. Parfois, c'est un espace qui au début peut servir juste à ça. En titre personnel, je me souviens, et j'ai d'ailleurs accompagné des personnes qui avaient ce besoin-là. Euh, Juste le fait de déposer quelque chose qui est compliqué pour moi, qui est douloureux même parfois, et d'avoir une oreille, quelqu'un qui m'écoute, qui reformule, qui m'entend, qui m'écoute, qui me comprend dans ce que je vis, ça peut déjà être quelque chose de tellement, tellement important. Donc voilà. Euh, Ça, c'est toute une série de raisons. Il y en a évidemment des tas d'autres, hein, mais j'enlève de ça. Je ne parle pas de troubles cliniques, hein, où là, on va se référer probablement, pas que, mais au corps médical. C'est pas de ça dont je parle, hein. Je suis vraiment ici dans un accompagnement, dans des choix qui se posent pour monsieur et madame tout le monde, parce que ce que je viens de lister ici peut être valable à un moment de votre vie, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut être plus récurrent pour certaines personnes. Voilà, je pense que c'est important de pouvoir identifier ça. Alors, la question aussi, pourquoi on va mal, hein, hein, très vaste. Euh, je vais évidemment pas non plus, ça pourrait faire l'objet d'un podcast général avec toute une série d'épisodes, et c'est pas mon propos ici. Mais je pense que c'est important aussi de se dire, quand je dis qu'on va mal, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement de l'inconfort, un mal-être, de la souffrance même. Et en particulier pour l'instant, hein, je remarque, j'ai démarré cet échange avec vous, cette émission, avec le constat que j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui ressentent le besoin d'être accompagnées et qui me partagent leurs difficultés. C'est de plus en plus présent. Et mon intention n'est vraiment pas d'être alarmiste. Mon intention est de vous partager que, bah oui, ça secoue. Ça secoue pour moi aussi. Moi, je vois bien récemment, ça a secoué beaucoup plus fort que ça n'avait secoué il y a un an ou deux. J'ai d'ailleurs repris un accompagnement thérapeutique, je vais vous en parler un petit peu plus tard, parce que je ressentais ce besoin-là. Ça ne m'empêche pas de rester serein au milieu de ce chaos, mais effectivement, pour certaines personnes qui ont peut-être déjà fait un travail sur elles, d'autres qui n'ont pas encore eu l'occasion, d'autres pour qui des points de repère sont en train de d'éclater à fond, il n'y a plus ces points de repère, bah, ça peut effectivement être compliqué et on peut avoir besoin d'être soutenu. Alors, pourquoi on va mal? Il y a plein de choses. Il y a, vous entendez probablement régulièrement le fait que c'est important de vivre le moment présent. Euh, je rigole parce que moi, on m'a balancé ça pendant des années. Je regardais les gens, on a l'air de dire, ouais, bah, tu crois que c'est facile, avec une tête, certains diraient bien faite. Je ne sais pas s'il est bien faite, mais en tout cas, le petit vélo qui tourne régulièrement dans la tête. Comment ne pas projeter, comment ne pas faire des liens dans la période qui nous traverse, enfin, quand nous sommes en train de traverser actuellement, ben, évidemment, ça peut être anxiogène pour une série de personnes, hein. L'anxiété, elle découle du fait qu'on se projette dans le futur et qu'on se fait, entre autres, hein, plein de scénarios catastrophes. Et c'est sûr que ça peut être le cas dans notre communauté. Quand on relie toute une série de choses, quand on aimerait pouvoir contrôler une série de choses qu'on peut pas contrôler. Il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler dans la vie, même pas maîtriser. C'est déjà compliqué d'avoir la maîtrise de soi, je trouve. C'est possible, mais à un certain point. Donc ça peut effectivement, quand on vit dans ce futur, dans ces projections futures,
Et qu'on oublie effectivement de se dire, ok, ce que je suis en train d'imaginer dans le futur, est-ce que ça va vraiment se passer? Et quand bien même ça se passerait, quelles sont mes ressources? Généralement, on voit les scénarios catastrophes et c'est ça qui fait que ben, on peut aller mal. Alors que moi, j'entends parfois des gens qui me disent, oui, mais j'ai peur de plus pouvoir payer mon loyer, de ne plus avoir un toit au-dessus de moi, de ne pas m'en sortir financièrement, où va le monde, etc., etc. Euh, et la question que j'aime toujours bien poser, c'est, mais ok, là, est-ce que tu as toujours un toit au-dessus de ta tête? Est-ce que tu arrives toujours à payer ton loyer? Et si tu n'arrives pas, est-ce que tu es néanmoins au chaud chez toi? Si tu n'es pas au chaud, qu'est-ce que tu as comme ressources? Et donc, revenir au moment présent, c'est aussi de constater ce qui est là, ce qui est possible, euh, ce qui est... Alors, il n'y a jamais rien d'acquis, mais c'est vraiment avoir cette possibilité de vivre l'instant euh, de manière sereine, même si on ne sait pas de quoi sera fait demain et que même si effectivement les choses sont compliquées. Je sais que c'est pas évident pour toute une série d'entre vous et ça peut effectivement demander, si c'est très anxiogène, ça peut demander effectivement un accompagnement, tout comme il y a certaines personnes qui vivent avec le passé, qui ont du mal à digérer des événements passés, qui sont toujours dans la souffrance de choses qui se sont passées parce que ça a encore une incidence émotionnelle aujourd'hui, qui ont des regrets, qui sont nostalgiques, euh, qui en veulent à toute une série de personnes, etc. Et donc le présent est affecté au fait que on n'arrive pas à se détacher de ce qui a pu se passer par le passé. Okay, donc ça, ce sont des éléments à travailler en accompagnement, de l'ordre de la thérapie, psychothérapie, hein, ça très clairement. On peut aussi aller mal parce qu'on a beaucoup d'attentes. Alors aller mal, attention qu'il y a des degrés hein, dans le fait d'aller mal. Il peut y avoir un simple inconfort, une tension, comme ça peut être une très grande souffrance, hein. Et ça, c'est important d'être au clair avec ça parce que le degré de souffrance et la durabilité de la souffrance vont également être des éléments qui vont nous permettre d'évaluer si l'accompagnement est plutôt de type thérapeutique ou de type coaching. Okay. Alors, les attentes, bon, on en a tous des attentes, hein. On aimerait que l'autre nous comprenne, que nos parents nous disent qu'ils nous aiment, ou notre conjoint, que je me dise que je suis belle ou beau. Euh, devine ce que je voudrais comme cadeau pour la Noël parce que ça serait la preuve d'amour irréfutable pour certains, hein. Ça peut paraître complètement anodin pour d'autres. Mais voilà, ça peut arriver comme ça. Mes attentes, c'est d'avoir la vie parfaite. Voilà, ok. Il y a plein de possibilités d'attente et en même temps, c'est humain. Par contre, moi, ce que j'aurais envie de vous indiquer, hein, de vous inviter à faire, c'est d'évaluer où elles sont vos attentes. Et c'est pas toujours simple à faire seul. Est-ce qu'elles sont réalistes? Et quand bien même seraient-elles réalistes, c'est ce que j'ai envie de m'accrocher à ça. Ce que j'ai pu constater, c'est au fil du travail sur moi, c'est au moins je m'attache à des attentes et à les rencontrer, au moins je suis déçue. Donc c'est plutôt cool parce que dans l'autre sens, quand quelque chose arrive et que j'ai pas posé cette attente-là, eh bien ça veut dire que c'est bonus. Et ça, c'est quelque chose qui peut être travaillé en accompagnement. Tout comme, et c'est lié, revenir à soi, apprendre à revenir à soi à travers ses besoins. Combien de personnes dans notre communauté n'ont-elles pas appris à identifier ce que c'était que leurs besoins? Et ça peut-être même pas. J'ai accompagné tellement de personnes euh, à qui j'ai posé à un moment donné la question, mais quel est ton besoin là maintenant? Et en fait, la réponse était absolument pas en lien avec un besoin parce que la personne en question ne conscientisait pas, ce qu'elle n'avait pas appris. Moi, perso, j'ai pas appris ce que c'était qu'un besoin quand j'étais enfant. On m'a pas demandé ce dont j'avais besoin, en tout cas pas sur un point de vue émotionnel et des choses comme ça.
Oui, ce que j'avais besoin de manger, on m'a demandé évidemment quand j'étais enfant, hein. J'ai grandi sur cette base-là. Mais beaucoup d'entre nous n'avons pas appris ça. Et c'est important de pouvoir revenir à ces éléments-là. D'ailleurs, euh, si vous vivez régulièrement de la frustration ou des accès de colère, vous avez un bon indicateur des besoins qui ne sont pas rencontrés. Ok. Et donc pour les rencontrer, y compris pour mettre ses limites, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est important de pouvoir les identifier et de pouvoir les identifier à travers la grille de lecture de votre singularité. Parce que sinon, qu'est-ce qui se fait? Ben, c'est que vous n'écoutez pas vos besoins, vous vous suradaptez et puis ben, vous êtes complètement fatigué, crevé, épuisé. Et c'est ça qui donne, entre autres, des jolis burn-out parce que vous n'avez pas appris à vous écouter. Et il y a évidemment un lien aussi dans ces difficultés qu'on peut rencontrer, c'est tout l'aspect corporel. Quand tout est dans la tête, et je vous assure que je sais de quoi je parle, quand tout est dans la tête et qu'on oublie de redescendre dans le corps, parce qu'on a peur de souffrir, on n'a pas envie de souffrir justement, donc on ferme, on se blinde, soit on est dans l'action tout le temps. Moi j'ai beaucoup été dans l'action, je suis encore beaucoup dans l'action, donc ça m'a demandé à un certain moment de prendre des moments de pause, de m'obliger à me poser pour pouvoir reconnecter au corps. C'est beaucoup plus naturel aujourd'hui, je sais plus faire autrement et c'est chouette. Mais j'ai eu tellement peur de voir toutes mes émotions me submerger et puis savoir contrôler, gérer. Et au plus j'ai attendu, bah évidemment, au plus ça a fait l'effet inverse, hein. Moi, j'ai quand même fait un burn-out à 33 ans. C'est tôt. Donc, voilà, le fait de ne pas écouter ce que notre corps nous raconte peut nous entraîner dans une spirale parfois compliquée. On peut, alors peut-être pas aller mal, mais être dans l'inconfort parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif, parce que on n'arrive pas à mettre les choses en route, parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre, parce qu'on n'arrive pas à choisir. Voilà, il y a plein de choses pour lesquelles on peut être dans l'inconfort, voire même aller mal. Alors, la, la question de savoir est-ce que je choisis quelque chose, un accompagnement d'ordre thérapeutique. Après, on peut aussi se poser la question est-ce que c'est en individuel ou en groupe. Ok. C'est moins vrai en coaching, quoique. Ça peut aussi arriver, mais c'est plus au niveau pro ou sur des projets bien spécifiques. Les questions à se poser pour pouvoir orienter, elles sont, eh bien moi en tout cas j'en ai repéré quelques-unes. La première chose qui me semble importante, c'est d'évaluer est-ce qu'il y a de la souffrance ou pas. Dans beaucoup de pays, le fait qu'il y ait de la souffrance, d'un point de vue légal, toute souffrance doit être accompagnée par un professionnel de la santé mentale, un psy par exemple, euh, et pas par d'autres approches. Okay, c'est un peu carré ce que je dis, mais voilà, en gros c'est ça. Je vais être un petit peu plus nuancée, en tout cas dans ma réflexion. Après, je vous invite à vous faire votre propre réflexion et à voir ce qui est important pour vous en fonction de la législation. Mais pour moi, on vit tous de la souffrance et on peut en vivre au quotidien. Euh, et c'est là justement que je pense que c'est important, c'est de définir mais qu'est-ce qu'on entend par souffrance et à quel moment le degré de souffrance devient une souffrance qui nous demande d'aller consulter d'un point de vue thérapeutique, psychothérapie. Ça me semble vraiment une question essentielle. Parce que je vis actuellement un deuil, ben forcément c'est souffrant. Est-ce que ça me demande nécessairement de devoir aller chez le psy? Non, parce que j'ai les ressources et je sais que c'est normal de vivre cette souffrance et je me laisse traverser par cette souffrance-là. Et on passe tous par ça, ok? Si par contre je vois que je n'arrive pas à m'en sortir seule, bien sûr je me ferai accompagner. Par qui est-ce que je vais me faire accompagner? Est-ce que je vais me faire accompagner par un psy? Est-ce que je vais me faire accompagner par un coach? Alors le deuil, on peut supposer que c'est plus un accompagnement psychothérapeutique, donc probablement que j'irai vers un psy, évidemment, spécialisé là-dedans. Okay, quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que j'ai besoin de me sentir entendue, écoutée, comprise. Je peux vivre de la souffrance parce que, par exemple,
dans mon entreprise, je viens d'être licenciée. J'ai vécu plusieurs fois des exemples comme ceux-là. J'ai accompagné plusieurs personnes dans ce style-là. Des licenciements collectifs ou pas. Pas forcément attendus. Et en tout cas, la façon dont le licenciement a été mené a été relativement violente pour la personne. Et donc, c'est souffrant. Euh, Est-ce que pour ça, j'ai besoin d'aller chez un psy ou est-ce que j'ai besoin d'aller chez un coach? Moi, j'aurais tendance à dire c'est ponctuel, c'est normal que ce soit souffrant parce que ça remet en cause toute une série de choses. Euh, et Ça va dépendre de mon intention. Bien sûr, je vais avoir envie de traverser ma souffrance, mais je vais aussi avoir envie de rebondir professionnellement. Et donc, peut-être que un accompagnement de type coaching, puisqu'on est dans quelque chose de ponctuel, qui n'est pas récurrent, hein, et je fais la différence si, par exemple, c'est régulier que vous vous retrouviez face à une entreprise dans laquelle vous allez travailler et que vous êtes licencié au bout de, je sais pas moi, 2 ou 3 ans. Ça peut être intéressant de comprendre d'où ça vient, etc. Est-ce que ça vient si vous avez réussi à faire émerger ça à votre histoire de vie, d'enfance, parce que vos parents voulaient absolument que vous ayez tel diplôme et que vous êtes dans une voie qui ne vous convient pas, bah, on peut toujours supposer qu'il y a toujours une possibilité de coaching. Si par contre c'est en lien avec un trauma que vous avez vécu en termes avec l'autorité et que chaque fois que vous êtes dans une relation qui réveille ce sentiment d'abus face à l'autorité, ça, on repasse dans la thérapie. Donc vous voyez que c'est pas forcément simple à identifier, mais en principe, si vous travaillez avec un professionnel aguerri qui est dans un lieu de supervision, qui a travaillé sur lui, qui a fait un minimum de développement, euh, il devrait être capable de vous réaiguiller. Alors moi, ça m'est arrivé en accompagnement coaching de dire à un moment donné, de constater avec la personne qu'il y avait une série d'éléments traumatiques à travailler et que moi, dans la sphère du coaching, dans l'accompagnement coaching, je ne travaillerai pas ça avec la personne et que donc c'était important de la référencer, de la rediriger vers un pro en continuant un double accompagnement ou pas en fonction de la personne parce que quand la souffrance prend plein de place, ça n'est pas la peine d'aller en coaching. Ça, c'est très clair pour moi. Surtout, et c'est d'ailleurs un des éléments euh, que je repère, c'est un autre point, pour certaines personnes, quand des personnes n'arrivent pas, si vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, c'est comme quelque chose de vide, c'est juste pas possible. Ça, pour moi, c'est très clair. Quand il n'y a pas cette possibilité-là, c'est souvent qu'il y a un travail thérapeutique à faire avant. Ok? Donc, il y a juste une question d'ordre, hein. C'est pas, l'idée, c'est pas de passer toute sa vie en thérapie, pas de faire le coaching. On peut faire les deux en parallèle. Moi, j'ai souvent fait les deux en parallèle, mais il y a parfois ces besoins d'aller creuser et travailler effectivement ce qui est important en thérapie. Donc, je reviens sur le degré ponctuel de souffrance. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la place en coaching. Si par contre, depuis des années, vous êtes en souffrance sur une sphère de vie et plus particulièrement s'il y en a plusieurs, ça c'est très clairement de la thérapie. Okay. Après, ce qui est important aussi, c'est de savoir qui est le professionnel face à vous. Vous avez des pros qui ont des multicasquettes, hein, ça arrive beaucoup dans notre communauté. La question, ça va être de savoir comment travaille cette personne. Est-ce qu'elle est OK de travailler sur les deux? Moi, je sais que c'était pas possible pour moi. C'était un accompagnement ou l'autre. Quelle est la limite de l'accompagnant aussi dans l'accueil de vos émotions, dans ce qu'il peut travailler ou pas. Donc, c'est aussi au pro à se positionner par rapport à ça. Pour moi, la frontière coaching-thérapie, elle ne dépend pas que du champ de chacune de ces pratiques. Et quand je parle de coaching, entendons-nous bien, je parle du coaching professionnel où il y a eu formation certifiante et des coachs qui font partie d'une association de coaching.
ok? Et pas de gens qui utilisent le mot coach parce que c'est un mot à la mode et qu'ils n'en ont pas trouvé d'autres. Je suis un peu dure en disant ça, mais pour avoir été présidente, cofondatrice et présidente d'une association de coaching pendant des années, j'ai appris à me positionner sur le sujet. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est la partie souffrance. Ensuite, j'ai abordé le futur. Euh, si j'ai eu des personnes qui sont arrivées pour être accompagnées sur une reconversion professionnelle. Et là où je fais la nuance, quelqu'un qui me dit je sais vraiment pas, je suis même pas sûre que j'ai encore envie de travailler. Et quand je questionne vraiment cette personne en demandant à quoi tu as déjà pensé, qu'est-ce qui te fait plaisir, etc. Et que je sens que émotionnellement, c'est comme s'il y avait quelque chose de vide et comme si cette pulsion de vie, elle est encore là, parce qu'à partir du moment où la personne demande pour être accompagnée, c'est qu'il y en a une. Mais je sens qu'il y a quelque chose à aller travailler parce que c'est souffrant. Alors là, pour moi, ça, c'est de la thérapie. Par contre, quand la personne me dit, je sais pas, j'ai à la fois plein d'idées ou pas, je sais pas du tout, j'arrive pas à me mettre en route, j'ai un projet et puis l'autre, là, il y a des perspectives. Peut-être que c'est quand même une grande page blanche, mais il y a encore des perspectives. Et il y a cette envie de mettre en mouvement, même si je ne sais pas comment mettre en mouvement, là, on peut aller dans le coaching. Par contre, il se pourrait qu'à travers les échanges avec le coach puisse identifier, enfin questionner puis identifier que la non mise en action reflète donc la procrastination va refléter quelque chose qui peut être travaillé en thérapie. Ok. Donc, je vous donne pas des réponses toutes faites, hein, mais vous savez que j'aime bien la nuance. Euh, je J'espère en tout cas que je vous donne de la clarté, en tout cas des éléments sur lesquels vous pouvez vous baser pour mieux comprendre ce qui se passe pour vous et faire vos choix. Ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Un troisième point aussi que j'ai envie de mentionner ici, parmi d'autres, c'est certaines personnes ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles sont seules dans la vie. Ne restez pas seules. C'est vraiment quelque chose d'important. Je suis parfois, enfin régulièrement touchée par les personnes qui croient une fois de plus qu'elles vont pouvoir s'en sortir seules, qui n'ont pas l'habitude de demander de l'aide. C'est dommage. C'est dommage parce que avoir quelqu'un à nos côtés qui nous soutient, une fois de plus, hein, je veux dire, qui nous écoute, qui nous entend, qui nous comprend, qui nous soutient, elle va pas forcément faire quelque chose pour nous, mais elle va être là. Ça peut être tellement important. En tout cas, moi, je sais que à plein de moments, ça m'a évité de sombrer. Sombrer, c'était il y a longtemps, mais néanmoins, il y a eu des périodes pendant lesquelles j'étais là-dedans. Et ça a été précieux pour moi d'avoir ces personnes dont je savais juste qu'elles étaient là si j'avais besoin. Alors, évidemment, j'avais consulté, j'avais échangé, etc. Hein, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, dans le chaos que je vis depuis quelques mois, j'arrive à en rire. Je sais que je suis pas seule. Je suis pas seule parce que j'ai fait le choix de m'entourer. Même si je suis quelqu'un qui aime vivre seul et qui a beaucoup de facilité avec la solitude, je suis néanmoins pas seule si j'ai besoin de traiter tel ou tel sujet, d'avancer sur telle ou telle chose. Ok. Alors, il y a le point du passé aussi. Certaines personnes vont dire, moi je suis plus nuancée, mais certaines personnes vont dire, tiens, est-ce que tu travailles tout ce qui est de l'ordre du passé, ça se travaille en thérapie, et tout ce qui est de l'ordre du présent et du futur, ça se travaille en coaching. Moi, je suis beaucoup plus nuancée que ça parce que forcément, en tant que personne, votre passé va influencer votre présent. Et donc, le fait d'être en coaching peut parfois amener à revisiter le passé pour donner du sens. Pas énormément, hein, mais et je sais qu'il y a des tas de coachs, c'est probablement ce que les associations de coaching vous disent ne va pas forcément avec ça, mais néanmoins, à titre perso, dans ma pratique, j'ai quand même repéré que parfois juste le fait de nommer des choses et de donner un peu de place à ce qui est arrivé dans le passé et qui a une incidence aujourd'hui
peut être abordé en coaching. Si par contre ça prend beaucoup de place, alors à ce moment-là, on repart dans une dynamique de thérapie. Ok? Un jour, dans l'école de coaching dans laquelle j'ai travaillé pendant tout un temps, un des formateurs avait pour habitude de donner cet exemple. Il est un peu trash, mais en même temps, ça peut être intéressant. C'est une métaphore. Il dit, ben voilà, t'as un sac Bull qui pue dans ta cuisine. Le coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te permettre d'identifier que c'est le sac poubelle qui sent mauvais et t'aider à mettre les actions en place pour le sortir et que ça ne se reproduise plus dans le futur. Hein, mettre en place une stratégie. Le psy, il va ouvrir le sac poubelle et disséquer. Moi, je suis plus nuancée que ça. C'est toujours, ben, qu'est-ce qui est important pour toi? Et je ne fais pas partie de ces personnes qui, en thérapie, ont besoin d'ouvrir tout le sac poubelle et d'aller tout disséquer parce que c'est pas utile. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être de comprendre pourquoi est-ce que, même si je sais que le sac poubelle n'est pas une bonne chose à garder dans ma cuisine pendant aussi longtemps, qu'est-ce qui fait que j'oublie, je le remets régulièrement, etc. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus nuancé. Voilà, c'est une métaphore comme une autre. Ok? Alors, j'ai envie ici d'aborder deux choses. Il y a différents types de coaching, différents types d'approches, différents types d'accompagnement thérapeutique également. Vous l'avez peut-être compris, je suis de plus en plus, à titre personnel, convaincue que c'est important de travailler sur le corps. Travailler sur le corps. Alors, parler quand on est au début, on n'a pas l'habitude de l'accompagnement, ça peut être un espace important hein, par rapport à cette écoute dont nous avons besoin, hein, le fait d'être entendu, compris. Mais par contre, il arrive à un moment donné, moi je vois, il y a eu un vrai point de bascule à partir du moment où on a travaillé sur le corps avec des techniques énergétiques, avec des techniques de nettoyage de trauma, si ça c'était la thérapie, avec le souffle, avec de la relaxation, de la méditation, et en fonction de là où vous en êtes dans ces difficultés, ces souffrances, l'accueil de qui vous êtes, de vos besoins, etc., vous n'aurez pas besoin du même type d'accompagnement. Hein. Donc, je ne vais pas ici vous décrire tous les accompagnements possibles parce que sinon, je vais faire un épisode qui va durer 2 heures et c'est pas le propos. Mais écoutez-vous. Il y a des approches qui sont plus adéquates pour certaines personnes que pour d'autres. Moi, de manière générale, je me tourne toujours vers des courants, enfin, pas toujours, mais je me suis dernièrement tournée vers des courants, ou en tout cas des postures d'accompagnants humanistes. C'est comme Carl Rogers, ça mettait ça en avant, c'est que vous ne pouvez jamais accompagner la personne face à vous plus loin que vous n'avez été, et non pas en contenu, mais en travail d'ombre et de lumière, même si c'est pas comme ça que Rogers approchait les choses, mais ça c'est une chose, et l'approche humaniste, elle est centrée sur la personne, et donc c'est vous qui avez votre potentiel en main et qui savez ce qui est bon pour vous. Et donc, dans l'approche humaniste, il n'y a pas une posture haute et une posture basse. Il n'y a pas une posture du sachant et une posture de celui qui reçoit du sachant. Il y a des postures sur un même niveau. L'accompagnant, il est là pour mettre de la lumière et de la conscience. Et j'aime bien, une fois de plus, revenir sur la conscience. Il met de la conscience sur ce qui se passe pour que l'accompagné puisse avancer sur une démarche réflexive en posant de la conscience au bon endroit et en faisant ses choix à titre personnel. Et une fois de plus, il n'y a jamais de mauvais choix, il y a les apprentissages. Et à nouveau, l'accompagnant dans cette approche humaniste est là pour vous aider à cette approche réflexive et vous aider à vous poser les questions qui font que vous allez pouvoir faire vos prises de conscience, que ce soit en thérapie ou que ce soit en coaching. Pour moi, ça, il n'y a pas de différence sur ce plan-là, parce que c'est beaucoup plus apprenant, c'est beaucoup plus autonomisant de vous aider à faire vos propres prises de conscience et vos déclics, plutôt que de vous dire
que vous avez fait telle chose qui peut même être pris de manière jugeante et voire paternaliste même. Euh, donc ça me semble vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc la posture de l'accompagnant, voilà, j'en ai déjà parlé. C'est essentiel que vous vous sentiez très rapidement dans cette alliance thérapeutique, comme j'aime appeler ça. Cette alliance thérapeutique, est-ce que, alors elle est construite comment? Est-ce que vous vous sentez en confiance avec cette personne? Ça, c'est une première chose. Et il y a besoin de temps pour se sentir en confiance. Donc, donnez-vous la possibilité de faire plusieurs séances avant de décider si c'est oui, c'est non. Alors, on vous demande pas d'en faire 10, hein. Mais à mon sens, au bout de 2 ou 3 séances, vous devriez savoir, tiens, est-ce que ça passe? En même temps, je vous invite à parfois dépasser, s'il y a un truc, ouf, le lieu d'accompagnement, en tout cas si le cadre est sécurisé et bien placé, pas planté, vous permet de vivre ce que vous vivez dans la vraie vie. Et s'il y a cette relation de confiance et donc euh, cette possibilité de dire ce qui vous a dérangé, c'est vraiment très apprenant et important. Donc voilà. Est-ce que vous arrivez, ça c'est vraiment en fonction de la présence de la personne face à vous, de son écoute inconditionnelle, de son non-jugement. Est-ce que vous arrivez à déposer là des choses que vous n'oseriez pas dire à qui que ce soit d'autre? Ça, c'est ce qui crée l'intimité. Euh, et ça, c'est vraiment la confiance et l'intimité qui vont créer cette fameuse alliance thérapeutique. Et donc, vous avez un allié avec vous, hein, c'est bien ce que alliance dit, qui est là dans sa présence, qui est pas tout puissant à vous dire ce que vous devez faire ou pas. Alors, moi, récemment, ce que j'ai entendu, alors c'était dans le cadre d'un message, mais une personne, je parlais du choix que je posais par rapport à maman, parce que une série d'entre vous savez que mon frère est décédé il y a peu de temps, et donc c'est terriblement souffrant pour une maman. Et pour moi, compliqué de savoir comment je me positionne. Je lui demande, tiens, comment tu vas, est-ce que tu veux que je fasse, etc. Et moi, j'ai fait le choix de poser certaines actions, comme par exemple aller faire le sapin de Noël avec elle, parce que c'est ce que mon frère faisait chaque année avec elle, et donc cette année, je prends le relais. Et face à moi, j'ai eu une personne qui m'a dit, non, non, ça, il faut pas faire. Et en fait, alors j'ai la capacité à prendre du recul, mais en même temps, je me dis, mais qui est-elle pour me dire que je n'ai pas à le faire? J'aurais eu plus de facilité d'entendre une question, hein, quelle était mon intention par rapport à ça, jusqu'où c'était juste pour moi, quelles étaient les limites à poser. Et en même temps, c'était pas le cadre là, je n'avais pas à le faire puisque c'était juste avant un massage. Mais voilà, je vous donne cet exemple-là. Son accompagnement, quand vous vous sentez pas écouté, entendu, compris, alors ça peut arriver à certains moments, bien sûr. On a des humains en face de nous, mais dites-le, c'est tellement important de pouvoir amener ça. Moi, je me rappelle un jour où j'ai amené ça chez ma thérapeute il y a quelques années, en lui disant, non, là, moi, voilà comment je me suis sentie, mais pas bien. Et en fait, elle s'est excusée et ça a été très réparateur. Elle s'est non seulement excusée, mais elle a posé les questions du pourquoi, ce qui était important pour moi. Et là, je me suis vraiment sentie comprise et entendue. Ok? Donc voilà, donc la posture humaniste, voilà. Les techniques, elles valent parce que l'alliance thérapeutique, c'est 80% de la entre guillemets réussite. Je n'aime pas le mot, mais du potentiel positif de l'accompagnement. Les techniques, c'est qu'un tout petit pourcentage. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, ne vous focalisez pas sur la technique, si ce n'est qu'effectivement, si vous savez revenir au corps et à quelque chose d'énergétique, ça peut être intéressant. Après, comment le choisir aussi? Est-ce qu'il vous a été recommandé? Alors attention, parce que quelqu'un qui peut convenir à un type de personne peut ne pas vous convenir. Peut-être que vous avez besoin d'être materné, de la douceur, et pas qu'on vous rentre dedans. Donc voilà, c'est important de pouvoir entendre ça. Moi, il y a eu des périodes dans lesquelles c'était ça dont j'avais besoin. Il y a eu des périodes au contraire où j'avais besoin d'être challengée. Hein. À titre perso, je sais que j'ai beaucoup baladé mes psys. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment investir autant d'argent? Parce que moi, j'ai quand même 25 ans de thérapie dans
dans le fait d'être accompagné dans les jambes, comme je dis, et beaucoup de gratitude de m'être offert ce cadeau-là. Parce que si je peux transmettre ce que je transmets aujourd'hui et dans la posture dans laquelle je suis, c'est grâce à ça. C'est un bon morceau, c'est pas que ça, mais c'est vraiment une bonne partie vient de cet accompagnement et du fait que j'ai investi en moi. Donc, donc voilà. Mais même chose, par qui c'est recommandé, est-ce que c'est recoupé? Et puis écoutez votre intuition. Vous savez mieux que quelqu'un d'autre qui va vous dire va voir telle personne. Et c'est pas parce que quelqu'un dit va voir telle personne que vous devez nécessairement croire que c'est la bonne personne pour vous. Hein. Peut se tromper la personne qui vous a dit ça ou simplement ça fait partie de sa croyance qu'elle a le meilleur psy et elle a envie ou le meilleur coach de la terre. Elle va absolument avoir envie de vous le recommander. Hein. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Et puis aussi, il y a quand même quelque chose d'hyper important, c'est jusqu'où la personne n'est pas nécessairement concernée par le haut potentiel ou l'hypersensibilité, mais est capable d'entendre ça. Ça fait partie, surtout si vous êtes au début de parcours de découverte, ça fait partie pour vous de quelque chose d'important. Donc si vous n'êtes pas entendu sur ça, c'est compliqué. Ok. Voilà. Alors, je vois le temps qui file, j'ai tellement de choses encore à vous dire. Voilà, voilà. Alors, si, encore deux choses, je fais le petit tri. La question qu'on me pose souvent, mais c'est où on les trouve, ces accompagnants? Et c'est pour ça que je vous disais en début d'épisode, je reçois beaucoup de demandes, plusieurs par jour. Je le dis souvent, mais voilà, pas forcément entendu. Moi, c'est pas ma mission de construire un annuaire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin, mais je n'ai pas du tout envie, ça ne m'anime absolument pas, que de construire un annuaire de professionnels. C'est une responsabilité que je n'ai pas envie de prendre. Ça ne connecte pas à ma créativité, je fais d'autres choses nettement mieux. Et je suis toujours touchée parce qu'il y a des personnes qui me disent oui mais on a confiance en toi. Oui j'entends bien, merci pour ça, pour les personnes qui pensent comme ça. Mais justement, pour moi, faire parce que c'est bien de ça, un matching, faire coller une alliance thérapeutique, c'est bien comprendre qui est la personne qui est demandeuse et bien comprendre qui est la personne qui peut accompagner. C'est par rapport à l'accompagnement, pouvoir découvrir sa posture, comment la personne travaille. Et en fait, moi, je sais pas, je connais plein de monde. J'ai des tas de personnes dans le congrès d'Ouance que j'interviewe. Euh, je connais la qualité de ce qu'ils amènent parce que je questionne avant de sélectionner. Mais par contre, je ne les questionne pas sur leur pratique thérapeutique ou de coaching ou d'accompagnement. Je ne les ai pas vus à l'œuvre, donc je ne sais pas. Je peux très bien imaginer que quelqu'un qui a été formidable dans les propos qu'il ou elle a tenus au niveau du congrès d'Ouance ne soit pas dans une posture adéquate et parfois juste à certains moments parce qu'on est humain dans l'exercice de sa pratique. Et donc je ne sais pas et je ne veux pas confondre tout ça, tout comme je ne vous connais pas votre sensibilité. Parfois, je reçois des longs mails et ça me touche parce que les gens me partagent vraiment leur intimité en me disant ce dont ils ont besoin, etc. Mais néanmoins, ça c'est sur papier, c'est sur ou sur mail. Euh, donc voilà, ça pourrait être presque un métier que de connaître, je sais pas s'il existe, et ça n'est pas du tout là-dedans que j'ai envie d'aller, une fois de plus, que de bien connaître à titre personnel les accompagnants et d'identifier les besoins, y compris dans le type d'accompagnement des personnes en face de nous. Mais en tout cas, moi, j'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là, d'autant que quand j'ai présidé le MCC en Belgique, donc l'association de coaching, hein, European Mentoring Coaching Council. Oh, merde, je sais même plus ce qu'il y a dans le CC. Oh, excusez-moi, je viens de dire un gros mot. Bref, EMCC, ça fait longtemps. Je vais y arriver, hein. European Mentoring Coaching, c'est pas Association, mais Council, c'est ça. J'y arrive. Oh là là. Donc, une des associations de coaching qui existe en Europe. Et donc, avec le MCC, il y a, comme dans toutes les associations, comme l'ICF également d'ailleurs,
il y a un processus de certification ou d'accréditation plutôt de coach qui passe par toute une série d'éléments en fonction des associations. Et j'ai mesuré combien c'était difficile à mon niveau de valider ça en fait. Parce que c'est un instant T, parce que c'est pas parce qu'on a fait 50 000 formations que on est nécessairement dans la présence. Euh, c'est pas pour ça. Attends, toutes les personnes, que ce soit des psys ou des coachs, font pas forcément un travail sur eux. Et pour moi, c'est un must. C'est pour moi non négociable. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire que non, je n'aurai pas je ne ferai pas ça. Par contre, je suis en train de travailler. Elle démarrera en 2023. C'est quasi sûr maintenant. Je suis en train de travailler sur une formation pour les accompagnants. À la posture justement, une posture juste, accompagnants qui veulent accompagner personnes au potentiel et hypersensibles, et il y aura une accréditation. Mais j'aurai travaillé avec ces personnes, avec ces accompagnants. Il y aura de la supervision dans un premier temps. C'est moi qui ferai la supervision. Donc voilà, ça me permet de pouvoir entre guillemets m'engager, c'est probablement pas le bon mot, mais jusqu'à un certain degré sur qui sont ces personnes et leur capacité de remise en question, de travail sur eux, de travail, de démarche réflexive, de positionnement de limite dans leur posture professionnelle. Voilà. Alors, que vous dire de d'autres Oui, j'avais dit que je vous donnerais mon exemple personnel. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis encore très entourée. C'était un choix. Euh, donc, j'ai par exemple un accompagnement sur la stratégie de mon activité professionnelle. Hein. C'est un mentor qui me permet de clarifier où je veux aller. Parce que je dis souvent, et moi je suis assez en phase avec ça, je suis assez sereine plutôt avec ça. J'ai l'impression que la version jusqu'à présent de mon activité professionnelle est en train de s'effondrer comme notre monde. Et c'est OK, c'est juste une partie de transition. Et donc, vers où j'ai envie d'aller avec le monde qui nous attend, et moi, j'y vois aussi des belles perspectives. Je ne dis pas que ça va être facile, mais je vois dans ce chaos ambiant de très très belles perspectives. Et donc, en fait, je suis en train de tout remettre à plat. Quand je veux du tout, on repasse tout à la loupe. C'est confrontant, mais c'est en même temps très excitant. Donc voilà, donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne là-dedans. J'ai une coach qui m'accompagne dans, on va dire, le leadership, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport à l'équipe, dans le monde. C'est vraiment cette posture pour avancer, traverser là-dedans. Donc, c'est une bonne combinaison avec la stratégie. Donc, quand j'ai une difficulté au sein de l'équipe ou comment faire les choses, etc., c'est avec elle que je le vois. Ok. Quand j'ai des choix à poser sur ce que je veux faire, plus faire, quel programme on lance, à quel moment, le fait que j'en ai mais par-dessus la tête du marketing, que j'ai besoin de revenir dans quelque chose de plus fluide, de plus simple, de plus authentique, bah, c'est dans la stratégie. Je travaille en énergétique aussi avec une dame qui se positionne comme traductrice d'âme. C'est assumé chez moi. Ça me permet de, d'aller identifier les zones où je me raconte des salades parce que j'ai un mental très fort et de reconnecter vraiment à l'intérieur et avec le cœur. Et c'est incroyable ce que ça a pu me porter récemment. Ça a pu me réaiguiller, ça a pu me sortir de ma zone de confort, mais en même temps, ça m'a permis de m'engager dans la reconnexion à ce que j'appelle mon âme, donc à mon essence. Donc voilà. J'ai recommencé récemment. J'ai besoin d'aller guérir le féminin en moi. Il y a le féminin blessé, comme pour beaucoup d'entre nous, comme chez beaucoup d'hommes, il y a du masculin blessé. Et à l'intérieur de chacun d'entre nous, d'ailleurs, il peut y avoir aussi du masculin et du féminin blessé, qu'on soit homme ou femme. C'est une partie que je n'ai pas énormément explorée jusqu'à présent et je ressens ce grand besoin. Donc j'ai recommencé un travail thérapeutique et un psychocorporel et qui
voilà, aujourd'hui, qui me fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et dans cette même lignée, d'ailleurs, je fais partie d'un groupe, parce qu'il n'y a pas que l'individuel, un groupe de tantra femmes. Parce que pour moi, c'était vraiment important. Donc voilà. Alors, ça me permet vraiment de revenir au fait que le haut potentiel, il se raconte beaucoup de salades. J'en fais partie. S'il n'est pas confronté, il peut être confronté dans la douceur. Et que donc, ben, les accompagnements, ça peut être ça. En tout cas, moi, c'est l'engagement que je fais. J'ai pas envie de payer parce que j'ai investi beaucoup d'argent là-dedans. J'ai investi en moi. Et en investissant en moi, c'est ma possibilité de transmettre chez vous. Euh, et ça, c'est vraiment la valeur que je me donne et la valeur que je donne à ce que je vous retransmets, évidemment. Et pour moi, ça n'est pas possible à faire seul. Je mettrai des années à faire tout ce que j'ai fait accompagner. Donc voilà, et je considère que c'est vraiment un cadeau. Dernière petite chose, tant qu'on y est, je pense qu'on est plus à 5-10 minutes près. Ça va être mon épisode de podcast le plus long à ce jour. Ça faisait longtemps, j'ai loupé deux semaines, donc voilà. Je fais référence à mon modèle des 5 graines parce que je vais vraiment y revenir de plus en plus souvent. En fonction de là où vous en êtes, ou en tout cas là où il y a besoin de faire maturer votre graine, de la cultiver plutôt, euh, vous n'allez pas avoir besoin du même type d'accompagnement, même type de ressources. La graine de connaissance, elle va demander de mieux se comprendre. Vous pouvez mieux vous comprendre, hein. Moi, je vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, hein. La graine de connaissance, elle est très, très nourrie ou nourrissante et des contenus gratuits chez moi, comme par exemple ce que je viens de faire dans mon podcast. Alors, donc, ça peut être des vidéos sur ma chaîne YouTube, ça peut être des livres, formations en ligne, et ça vous demande de l'introspection. Parfois, ça vous demande aussi euh, d'avoir face à vous un accompagnant si le terreau n'est pas suffisamment fertile, donc la base, et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à structurer cette démarche. Par exemple, quand on découvre son potentiel, moi perso, j'ai pas eu besoin d'aborder ça en thérapie, si ce n'est que de le nommer. Et pour certaines personnes, c'est important d'être accompagné à ce moment-là parce que ça remet de l'ordre, ça redonne des points de repère et qu'on n'a pas la possibilité de le faire seul. Alors donc ça, c'est à vous à voir aussi. Et ça, c'est vraiment la graine de connaissance. Puis je rappelle aussi que la tête et notre mental n'a pas toutes les solutions. Et en tout cas, n'a pas les réponses à l'émotionnel. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, hein, d'où parfois important d'aller à la prochaine graine, hein, qui est la graine de sagesse, qui demande de s'observer, qui demande une démarche réflexive, de se dire, tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi? J'ai observé ça, qu'est-ce que j'en fais? Euh, Moi, je prends cet exemple de besoin. Elle n'avait pas appris les besoins, donc j'ai appris ça en thérapie. J'ai appris à identifier les miens à travers mes accompagnements. Et j'ai aussi appris que c'est pas parce que j'avais vécu telle ou telle chose dans mon enfance que c'était nécessairement la norme. Et donc, il y a une partie de mon accompagnement, de mes accompagnements, qui a été de déconstruire et reconstruire. Et ça, je pouvais pas le savoir si je n'étais pas accompagnée. Donc voilà, ça peut être en individuel ou en groupe, hein. C'est ce qu'on vous propose aussi, dans un premier temps, en tout cas avec l'expérience plein potentiel qui a suivi le congrès de Wans. C'est pour ça qu'on vous propose de travailler en groupe et que on vous propose d'échanger et on vous propose différents types de sessions. Ok. La graine de courage, c'est s'exprimer, hein, c'est ce qu'on a pu identifier à l'intérieur. C'est la troisième graine. Comment est-ce qu'on fait pour la cultiver et exprimer, et oser exprimer à l'extérieur? Ça demande, c'est, c'est- ça demande d'être confronté à quelqu'un. Donc, soit d'exprimer à l'accompagnant ou à exprimer dans un groupe, hein, même chose, hein, c'est ce qu'on fait aussi dans l'expérience plein potentiel, mais c'est ce que certaines personnes ont fait avec moi en entendant qu'elles étaient accueillies, moi en tant que coach ou que thérapeute, à l'époque où je recevais encore en individuel. Et j'ouvre une parenthèse, plein de personnes me disent quand est-ce que tu recevras de nouveau en individuel? On peut jamais dire jamais, mais je pense que ça ne se remettra pas en place, puisque moi aujourd'hui j'ai envie de travailler avec les pros. Ok. Je referme la parenthèse. Euh, donc la graine de sagesse demande vraiment cette démarche réflexive et c'est souvent compliqué seul. Pardon, je suis dans la graine de courage. Vous voyez, j'ai ouvert un pop-up, hein. Ça demande effectivement de se confronter à quelqu'un. Voilà, et ça peut être plus sécurisant avec un accompagnement individuel au début.
Alors, le grain de folie, hein, c'est la mise en mouvement, c'est oser, c'est assumer sa singularité. Ça demande de modifier son regard sur soi. Alors là, on va être plus souvent, comme on a travaillé les trois précédentes, on va être plus probablement dans du coaching. Ça va demander d'oser, d'être encouragé, de travailler sur le corps, hein. Même chose, ça va dépendre du niveau de départ, mais ça peut être intéressant effectivement d'être dans une démarche de coaching avec quelqu'un qui va nous donner des tâches qu'on n'oserait peut-être pas forcément se donner soi-même, parce que c'est comme si on avait un filet de sécurité. Ça peut se faire en groupe aussi, ça peut se faire, mais toujours dans des démarches de type, à mon sens, coaching, puisqu'on vise un objectif. Ok. Et toujours dans des démarches humanistes. Voilà. Et puis, ben, la graine d'humanité, pour moi, c'est la résultante de tout ça. C'est être connecté avec des valeurs. Et donc, pour moi, c'est vraiment important d'être accompagné par quelqu'un qui est je l'ai déjà dit, mais je le répète, dans cette démarche d'humanisme. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a donné de la clarté, que ça vous a permis de trouver des réponses à certains points ou à le principal de vos questions. Moi, en tout cas, j'étais ravie de vous transmettre ce que je vous transmets aujourd'hui. Et puis, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir mon quiz qui vous permet de vous donner des informations, de vous expliquer ce que c'est que ce cycle de développement du potentiel à travers les 5 graines, je vous invite à faire 3 fois www.émotif-talentueux.com/graines au pluriel. Hein, émotif est au pluriel aussi avec un tiret entre émotif et talentueux. Donc je répète, émotif au pluriel talentueux avec un x.com/graines au pluriel. Vous aurez donc accès à ce quiz et vous allez recevoir un petit rapport personnalisé qui vous indiquera où vous vous situez exactement dans ces différentes graines et comment vous pouvez, en fonction de là où vous en êtes dans la découverte de votre singularité, comment vous pouvez continuer à développer tout ça et quelles graines en particulier. Voilà, j'étais très heureuse de reconnecter avec vous, soit pour effectivement sur un épisode un petit peu plus long que d'habitude, mais voilà, j'espère que ça vous a apporté plein de belles prises de conscience et puis je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine. À bientôt!